Aujourd'hui, la période reste compliquée pour moi. Elle reste compliquée en histoire parce que je continue cette série commune. Encore cette semaine, encore la semaine prochaine, et on verra pour la semaine d'après où est-ce qu'on en est. Et le livre de cette semaine, qui m'a occupé assez grandement, je pensais le lire plus vite, mais ça c'est vraiment lié à la semaine bordélique. C'est le bordel que j'ai pu avoir. C'est celui-ci. Hop, je le sors du hors-champ. Victorine Brochet, souvenir d'une morte vivante, une femme du peuple dans la commune de 1871, et je ne sais pas si le sous-titre est d'elle ou pas. Qu'est-ce que c'est, de quoi il s'agit, comment ça se construit, pourquoi j'ai adoré celui-ci, et ce que j'en retiens, enfin voilà, comme d'hab, quelques points pas mal. Là, c'est édition Libertalia, chouette format, acheté à la manif du 1er mai sur le stand Libertalia, vraiment merci, parce que ça veut dire que j'ai acheté à prix militant. N'oubliez pas d'aller dans les manifs, c'est quand même pour des grosses manifs. Libertalia en général annonce quand il va y avoir un stand, parce que prix militant ça veut dire moitié prix, et ça tombait bien parce que je l'avais déjà mais je le retrouvais plus, parce que c'est le bordel. Donc 10 €, 5 parce que prix 1er mai. Je sais pas s'il faut faire quelques remarques sur le 1er mai, ce qui s'en est tant suivi. Moi j'ai pas vu de bordel, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu pour pas y être, puisque j'étais avec deux amies qui me sont très chères, que je salue ici si elles regardent, et qui n'avaient pas du tout envie d'être dans le bazar, et moi non plus j'avais pas envie d'être dans le bazar, et donc en fait, grosso modo, on s'est barré boulevard Voltaire, quoi, quand on a commencé à être nassé, parce qu'on avait vraiment aucune envie de ça. Et ça est quand même, c'est quand même chiant, les attaques. Alors, du SO, mais pas seulement du SO, de la Cégette, c'est quand même chiant de tout pouvoir aller en manif, et en même temps, on voit bien que la manif, ça a l'air d'être un modèle à bout de souffle. Bon, la manifestation, c'est quelque chose qui est étudié en tant que phénomène historique, en tant que moyen de mobilisation, qui a évidemment une histoire, et une histoire qui a été très violente. Et la question est de savoir s'il y a eu une pacification des manifestations qui nous ont différenciés de ce qui a pu être appelé émeute. Et vers quoi on va en ce moment ? J'ai juste envie de dire que c'est le dawa, quoi. C'est-à-dire que des manifs... De toute façon, on ne peut plus manifester depuis 2016, que calmement, tranquillement, etc. En tout cas, sur des manifs de gauche. Voilà, il y a une répression des manifestations qui est quand même assez incroyable. Je tourne le samedi et pendant, et je le vois, de toute façon, je ne suis pas à Paris, mais ce qui se passe à Barbès en ce moment... Voilà, j'aurais tendance à dire que quand la manif ne marche plus, il faut faire autre chose, et que peut-être que le Black Bloc marche pas tellement non plus, et qu'il faut peut-être penser un peu autrement, mais je vous avoue que je sais pas trop quoi en dire. En tout cas, quand on remonte à 1871, les barricades, elles avaient un sens dans une situation de siège, en tout cas, ça c'est une chose qui est certaine. Et évidemment que là, ça dépend de la lecture historique qu'on applique sur le présent. Est-on dans une situation de siège ? Voilà. Moi, je suis pas contente, mais après la manif, j'ai mangé une crêpe et ça m'allait pas mal. Victorine Brochet a publié sous le nom de Victorine B, et ça, c'est important. Alors, je présente quand même rapidement le bouquin. Format métro qui s'ouvre bien. Après, on est... voilà, ça veut dire qu'on va quand même avoir la cassure de la 4e. Il y a des petits pets parce que c'est passé dans le sac à dos. Libertalia, c'est toujours un éditeur que je recommande, surtout pour ce genre d'ouvrage. Là, c'est une édition poche. La première édition date de 1909. C'est une publication à compte, on dit d'auteur, je vais dire d'autrice. Et on a eu une réédition Maspero avec un avant-propos de Maspero sous le pseudo de Louis Constant qui est reproduit, plus une préface de Lucien Descaves, donc elle qui devait être dans l'édition 1909, évidemment, et une postface, et là je pense qu'elle est réservée à l'édition Libertalia de Michel Rio-Sarcé, qui est une grande historienne de 48 et des mouvements ouvriers, et que je trouvais plutôt sympa quand je l'ai croisée, enfin voilà, et que j'aime lire. Donc c'est, voilà, la 4e nous apprend, donc elle est née en 39, Victorine Brochet morte en 21, donc 1839-1921, et qu'il s'agit d'un des rares textes et forts témoignages de femmes du peuple issus d'une famille militante.
Alors, plein de choses à dire. Plein de choses à dire. C'est vraiment une vidéo que je trouve importante et je savais, enfin, je voulais la faire, je voulais le lire depuis longtemps. Et je vais encore au-delà. Donc, par rapport à la préface de 1908, édition 1909 de Lucien Descaves, elle a l'avantage de placer Victorine Brochet sous un patronage politique reconnu, en tout cas pour l'époque, parce qu'aujourd'hui Lucien Descaves est un peu oublié. Aujourd'hui, c'est la réédition Maspero, puis maintenant la réédition Libertalia qui vont jouer cet effet avec donc voilà, ce texte de Maspero, même si sous pseudo à ce moment-là, ensuite de Rio Sarcé. Hein. Mais ça joue des effets assez différents. Descaves, c'est un écrivain, et j'ai quand même été assez étonnée de voir souligner le manque de littérarité du texte. Et par Descaves, et par, on va dire, Victorine elle-même, puisque Victorine B est son nom de plume, une forme d'hétéronyme plus que de pseudonyme, comme ça, de troncature. Je trouve intéressante, elle rattachait pas mal de choses, je vais développer. Mais là, je vois page 9, il ne faut pas chercher de littérature en ce livre. La femme, bientôt septuagénaire qui l'a écrit, se borne à nous raconter sincèrement, ingénument, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a vécu. Et j'entends que ça va donner une espèce d'horizon d'attente évident, de témoignages, documents un peu bruts de femmes du peuple, et que c'est très précieux en ce sens-là. Et ça a été un document très important pour Edith Thomas, et donc c'est guillemets pétroleuse de la commune, dont auquel, enfin voilà, il y a déjà une vidéo, quoi. Donc c'est quelque chose qui est super important, et effectivement, littérairement, ça surprend par rapport à la commune de Louise Michel, à ce que j'ai pu lire dans l'anthologie des écrivains de la commune des écrivains chez Folio dont j'ai parlé la semaine dernière. On est dans quelque chose qui ne va pas viser une littérarité, et je crois qu'elle-même le dit au début, même si là j'ai un petit oubli. Et pourtant on a voilà, on a ça commence par une remarque sur le casier judiciaire par Gustave Brochet, donc, qui était alors donc, son époux, enfin GB. Encore cette remarque, l'auteur, bon masculin, hein, on est en 1909, hein, s'est efforcé d'écrire le plus simplement possible en évitant toute recherche de style, donc finalement patronage marital et politique, hein, parce que Brochet est quand même quelqu'un d'important, et ensuite extrait d'une poésie de l'auteur. Et ça, il y a quand même un truc qui me sidère, quoi, hein, sur pas de littérature, et c'est extrêmement bien écrit. C'est extrêmement bien écrit. Mais ça n'est pas littérairement bien écrit, et je vais en reparler. Et juste après, donc, Le Chant de l'avenir, et un extrait, donc, Satori Nouméa, de sinistre mémoire, vos noms toujours maudits par la postérité ne terniront jamais pour l'impartiale histoire l'honneur de nos héros morts pour l'humanité. Bon, j'ai pas envie de vous dire que c'est une très grande poésie, mais enfin, pas de littérature, épigraphe, extrait d'une poésie de l'auteur. Et ça, c'est quand même vachement important, parce que donc on a comme ça différents patronages, et finalement la postface même de Maspero, puis celle de Rio Sarcé, avec quelques documents que je trouve assez chouettes, notamment un peu d'iconographie, un index, donc ça qui doit dater de Libertalia, je ne sais pas qui l'a fait. De toute façon, il correspond à la pagination Libertalia, où on voit donc ici Victorine Brochet, évidemment la photo Victorine Brochet, Gustave Brochet, donc son mari, et Hilarion Remezov vers 1919, donc 10 ans après la première édition. Et ici, donc, un facsimilé de la couverture avec encore la photographie. Intéressant, le document iconographique, parce que tout ça va déplacer le texte du côté, vers son statut documentaire, document pour l'historien, ça sera donc l'historienne Edith Thomas, mais pour en faire une forme de pièce à conviction dans cette espèce de procès mémoriel de la commune qui se poursuit dans ces années 1900. Louise Michel décède, me semble-t-il, en 1905, donc on est quand même dans ces années extrêmement importantes, et les obsèques de Louise Michel ont été un événement politique extrêmement important, avec une file d'attente, en cortège, ça sera quand même plus chic, mais monumentale, de Levallois à Paris. Plein. Enfin, il faut le comparer aux obsèques de Victor Hugo, les obsèques de Louise Michel. Donc, on est du côté de ces pièces à conviction, de ces documents
Donc quelque chose qui est entre le procès et le document d'histoire. Et ça va amener le texte vers le témoignage. Vers le témoignage, et ça explique ça, et on va dire une forme de modestie de l'autrice, une écriture qui paraît dépouillée d'ornements. C'est pas tout à fait le cas, et je trouve moi que ce dépouillement, sans l'amener vers une voie blanche, il fait littérature. Mais voilà, ça va amener ça, et donc on va avoir comme ça quelque chose qui participe d'un ethos de modestie, qui va encore avec ses souvenirs au pluriel, donc on n'est pas dans des mémoires, c'est pas le duc de Saint-Simon, hein. Souvenirs au pluriel d'une morte vivante. Et le fait qu'on ait un article indéfini, ça va en fait la typifier. C'est-à-dire que ça fait d'elle un type, ce nouveau type de la morte vivante. Ici, ce type, c'est celui de sa biographie, à savoir que elle a fait partie de ces communards, des communards, qui ont été déclarés morts, et qui ont pu se cacher et ensuite s'exiler. Donc on a une espèce comme ça, presque une forme d'écriture, non pas zombifiante, hein, mais de la survivance. Ça pourrait presque nous ramener à Volodine, ça, mais de façon assez lointaine, hein, parce que le style de Volodine est évidemment très différent. Mais ça fait donc de son écriture, l'écriture bien d'une morte vivante, mais c'est-à-dire aussi d'une survivante. Et donc on va être sur cette vie, alors même qu'on a très peu de choses sur la vie après l'exil. Ça s'arrête vraiment à l'exil, avec l'annonce d'un deuxième tome qui ne paraît donc jamais sur la suite. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a toujours cette question de terminer la Révolution, où s'arrête la Commune, et on a pu voir que la Commune s'arrêtait pour les écrivains de la Commune, comme pour Louise Michel, au retour en France, après la déportation et l'exil, notamment en Nouvelle-Calédonie, etc. C'est-à-dire, en fait, à l'amnistie, au retour, parce qu'il faut du temps pour que les nouvelles arrivent et que les communards reviennent. Mais c'est ce moment-là qui, finalement, aurait l'air de boucler la Commune. Et ça n'est pas... Cette chronologie-là, pour Brochet, c'est l'exil. C'est le départ en exil. Et donc, ça s'arrête, en fait, aussi, finalement, avant son remariage, avec donc Gustave Brochet, puisque là, elle est Madame R. Et on le sait avec les documents, Madame Rouchy. Et on a même son nom de naissance, etc., etc. Mais ces noms, ils passent donc par des initiales. Donc, et ça, c'est un élément qui participe de cet ethos de modestie, particulièrement prégnant pour les femmes, et qu'on a déjà pu voir, j'en avais parlé dans la vidéo sur les premières femmes journalistes, le volume de Laure Adler, que j'ai adoré, hein, et qui a initié beaucoup de choses pour moi. Elle ne renoue pas ici avec le témoignage des Saint-Simoniennes, explicitement, je pense qu'elle ne les connaît pas, parce qu'elle, c'est vraiment une fille de 48, et pas de... Bon, les Saint-Simoniennes, c'est plutôt 1832, 1836, hein. Mais elle prépare 48, en fait. Mais avec cette volonté de refus du nom patronymique ou du nom marital. Et en même temps, ça va aller donc, du côté de la modestie, mais aussi du côté de la clandestinité. Quand bien même, c'est fini, cette clandestinité au moment où le livre est écrit et où il paraît. Puisque il y a cette possibilité du retour et de l'édition. Je ne sais pas exactement d'ailleurs si elle revient, elle. Je ne sais plus. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que ça la met dans cette lignée de féministes, de ces premières femmes féministes qui ont pensé en collectif, en journal, etc. Mais elle va renouer avec cela de façon vraiment, franchement, on va dire, socialiste, révolutionnaire, peut-être plus révolutionnaire que socialiste, républicaine dans le sens fort, au moment de la publication. Donc ça va du côté de la modestie, mais aussi du côté de ces pseudonymes, changements de nom, et de cet effacement individuel pour le collectif. Ce qui va compter finalement, en gros, c'est qu'il y ait ce témoignage, plus que la personne de Victorine Brochet en tant qu'autrice. Donc il y a quand même un refus, il ne peut pas y avoir de sacre de l'autrice à ce niveau-là. Et ça, c'est vraiment accompagné par ce triplé Descaves, Maspero, machin Constant, Louis Constant, je crois, son pseudo, et Michel Rios-Sarcé,
puisque Rio Sarcé est historienne, ça aussi, ça la met du côté de ce document. Alors, il y a quand même pas mal dans ce qu'écrit Michel Rio Sarcé, il y a quand même vraiment des remarques stylistiques importantes et intéressantes, hein. Mais moi, je pense vraiment qu'il s'agit d'un texte littéraire, et d'un texte littérairement très intéressant et important. Alors, qu'est-ce que ça donne encore? Donc, bon, une femme dans la commune... Ah bah attendez, ça je peux savoir si le sous-titre il est sur la couverture. Si je batte... Ah, puis on a un billet rédigé par Brochet en 1920 qui nous donne un exemplaire autographe. Et on ne voit pas, ben voilà, ça c'est intéressant, je ne vois pas sur la couverture le sous-titre. Alors le sous-titre il peut apparaître ensuite, hein, sur la vraie page titre, mais ce qu'il y a en revanche, c'est une épigraphe. Ceci est un livre de bonne foi, Montaigne. Ça c'est intéressant aussi parce que Montaigne c'est les essais, mais aussi une forme d'autobiographie par le texte, par l'histoire ancienne, que l'on va retrouver vraiment par la vie et les événements chez Brochet, chez cette autrice. Alors ça commence d'une façon que j'ai trouvée extrêmement chouette et touchante, et ouais, j'ai quand même été un peu scotchée en le lisant. À savoir, donc, première partie, 1848, ma famille habitait à Paris, rue de la Ferronnerie, non loin du commencement de la rue Saint-Honoré, près des Halles, au premier étage, au-dessus de la voûte, où Henri IV avait été assassiné par Ravaillac, un capucin fanatique. Entre parenthèses. À la porte d'entrée existe encore la plaque commémorative. Janvier 1848, mon père n'est presque jamais à la maison, il faisait partie de plusieurs comités, puis de la garde nationale, il était très actif et très occupé. Lorsque le temps le lui permet, il nous raconte ce qu'il se passe dans la ville, laquelle semble agitée. Le peuple murmure contre Guizot, devenu absolument impopulaire. Louis-Philippe ne peut se décider au renvoi de son Premier ministre. Et ensuite, on commence le 22 février. Qu'est-ce que ça nous dit? On a un début qui est ab ovo, c'est-à-dire depuis l'œuf, sauf que cet œuf, ça n'est pas la naissance de Victorine Brochet. C'est la maison. C'est Paris. Et c'est un Paris qui est très localisé, puisqu'on a donc une adresse pas extrêmement précise, mais qu'on peut retrouver, mais enfin on a la rue quand même, hein, rue de la Ferronnerie. Et en fait, un endroit qui est présenté de façon périphrastique, au-dessus de la voûte où Henri IV avait été assassiné par Ravaillac, qui renvoie à une histoire lointaine, par rapport à 48, qui renvoie directement à une forme d'anticléricalisme justifiée par le moine, le capucin fanatique, hein, Ravaillac, la plaque commémorative. Tout ça, ça inscrit dans un régime d'historicité qui prend en compte le lieu, un peu comme Enfance berlinoise, autour de 1900, de Benjamin. Donc c'est une histoire par le lieu, et ce lieu c'est vraiment Paris, et ce qui s'est passé dans Paris, et ensuite par une éducation familiale, et le modèle du père à partir vraiment de 48. Elle est née en 39, elle a 9 ans. Histoire donc qui va donner un cadre familial, et une temporalité, d'abord relativement large, janvier 48, et qui se précipite le 22 février. Et qui va faire entrer le lecteur, donc, dans ce... ou la lectrice, mais par ce début ab ovo, hein, depuis l'œuf, le commencement n'est pas la naissance, le commencement, c'est la maison, c'est Paris, et c'est la politique. Et c'est la politique révolutionnaire. Le début, c'est la révolution. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que 48 va être la référence, et 48 en temporalité longue, et après on va avoir une forme de long sommaire narrativisé, donc d'événements racontés plus rapidement, avant d'arriver, vraiment, non pas à la Commune en tant que 18 mars, mais dans une temporalité là aussi élargie par rapport au 18 mars, et c'est très intéressant, et ça j'en reparlerai la semaine prochaine, parce que cette temporalité, elle est dans la préparation, donc dans les installations, la vie personnelle de Victorine, avec des effacements et des rappels pour que l'on comprenne où elle en est. Alors je vous préviens, il y a vraiment des passages difficiles. Elle perd 2 enfants biologiques et un enfant adoptif en très peu de temps. Donc là, je mets un gros trigger warning si ce sont des sujets sensibles. C'est raconté avec sobriété, mais on sait très bien que la sobriété peut être pathétique. Et non, moi ça m'a fait mal. Hein, voilà. Puis, enfin, on est sur la Commune, donc c'est évidemment un livre qui contient de la violence, mais là aussi la violence est quand même particulière. Et on va voir, voilà, au niveau de 48, comment la temporalité s'accélère, le 22 février, dès 7h, etc. Et donc on va avoir le focus
sur l'événement, et finalement ce qui va relier ces événements révolutionnaires va apparaître, mais de façon plus effacée. Mais 48 s'arrête avec l'exil du père, plusieurs mois après, avec un déménagement, etc. Et donc, ça, c'est extrêmement marquant et touchant, parce qu'on a finalement quelque chose de l'ordre de la préparation révolutionnaire, la formation, la mise en place de collectifs, mais aussi les conséquences de la répression. Et le Second Empire va ensuite aller en s'effaçant et s'accélérer à partir du retour de la liberté d'association dans ces dernières années. Je crois que c'est 67-68. Voilà. Et avec un style qui n'est pas oral, on n'a pas d'argot, on n'a pas de choses comme ça, ou vraiment très peu, mais des questions. Aura-t-il lieu? La guerre nationale y viendra-t-elle? Dans toutes les rues, il y a foule. Mais voilà qu'un accident survient. Donc ça va amener une certaine vivacité du récit. Mais on n'a pas... je dis, c'est oral. En fait, c'est de la mise en récit, très exactement, de quelqu'un qui écrit. Mais quelqu'un qui écrit en racontant avec des hypotyposes, donc des petits tableaux. La foule s'arrête, hésite, je suis page 23. Un jeune homme sort des rangs, déchirant sa veste d'un mouvement brusque. Il se précipite poitrine nue au-devant des fusils chargés. Tirez, dit-il. Donc hop, discours apporté. Tant de hardiesse étonne la troupe qui hésite à son tour. La colonne se presse, le pont est franchi. Et, voyez, et ça, ce rythme syntactique qu'on peut appeler rythme style coupé, notamment chez Stendhal, vous l'avez chez Victorine Brochet. Alors, il n'accélère pas autant que chez Stendhal. Enfin, on n'a pas une impression... alors, on a des ascendettes, mais on n'a pas une impression de précipitation. Mais ça donne cette sensation d'hypotypose, mais pas seulement de tableau, j'ai envie de dire que c'est une hypotypose cinématographique. Bien avant, pour des événements bien avant le cinéma. Alors, est-ce que Brochet a des souvenirs cinématographiques? Ce serait peut-être exagéré. De toute façon, on trouve des mouvements cinématographiques chez Stendhal en 1830. Le cinéma est inventé en 1895. Ce serait évidemment idiot de dire que Stendhal a été influencé par Méliès ou par les frères Lumière. C'est notre regard qui va voir de la cinématographie dans le style coupé de Stendhal. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'on a bien des tableaux vivants. Et des tableaux, on peut le dire, en mouvement, qui rejoignent ce qui va devenir le cinéma. Et avec pas mal de paragraphes assez courts, parfois donc pas mal de retours à la ligne, mais on n'est pas non plus dans du verset, des annonces de phrases, donc le page 26, des courriers vont partout porter la nouvelle pour calmer le peuple, le préfet de la police disait, c'est une émeute qu'il faut laisser passer. Beaucoup de discours rapportés comme ça. Et on sait le plus souvent de qui ils proviennent, et on sait d'où viennent les scènes qu'elle raconte, même quand elle les raconte comme un témoin direct. Mais quand elle n'a pas été témoin, elle le dit. Et ça, c'est important du côté de cette écriture mémorielle, historiographique, documentaire, mais aussi, en fait, qui n'est pas délibérative, c'est pas elle qui décide si c'est bien ou mal, elle le sait déjà, mais qui entre dans ce régime, j'ai envie de dire, judiciaire. Ma mère et moi, nous avons vu des scènes navrantes. Il était tard, il y avait de la boue plein les rues, il pleuvait assez fort, et ça, hop, le tableau va se dérouler. Nous vîmes apparaître, hop, le verbe de perception qui prépare ce qu'elle voit. C'est-à-dire donc les blessés de 48 ici, puisque je suis au début du récit. Alors donc voilà. Et avec le choc absolument terrible du spectacle de 48, de la recherche du père, etc., qui la met en catalepsie. Ça n'est pas une forme de catalepsie, mais une paralysie d'un an qui explique leur déménagement à Orléans jusqu'au coup d'État. C'est la deuxième partie. C'est vraiment vachement bien. Enfin, c'est vachement bien. Quelle vie, quoi. Quelle vie que cette vie. Et on est dedans. Troisième partie, Paris 62-70. Donc là, on voit l'accélération. Enfin, on n'a pas une accélération, c'est-à-dire le sommaire. Voilà. C'est-à-dire, là je reprends le vocabulaire de Gérard Genette de figure 3 dans Discours du récit, c'est-à-dire que là on a du récit d'événements en accéléré, parce que ces années, finalement, elles sont assez répétitives. Et ensuite, la République, le siège, la Révolution, la Commune, et répression, massacre et départ pour l'exil.
Ah, c'est-à-dire que ces parties, donc là je parlais de chapitres abusivement, ce sont des parties, n'ont pas toutes la même durée historique. Elles sont à peu près équivalentes, mais parce qu'elles n'ont pas toutes la même importance, ni historiographique, ni, donc quand on se place dans surtout quand on se place dans une historiographie révolutionnaire, ni évidemment biographique. Il y a des moments où la vie s'accélère, et donc il faut plus de temps pour le raconter. Et cela place dans un régime d'historicité de rupture, comme je l'envisageais il y a maintenant 2 semaines, à partir de je ne sais plus quoi. 2-3 semaines. Voilà, d'une autre vidéo. Je reparlerai la semaine prochaine, ça je pense. Ce sont des hypothèses qui naissent en vidéo, mais que je pense pouvoir et qu'il faut que je développe. Tiens, et puis là je vois la mémoire des vaincus. Le parcours de Victorine Brochet comme exemple. Et donc c'est bien un texte de Rio Sarcé. C'est intéressant cette notion d'exemple parce que ça place du côté de l'exemplum, et donc non pas d'une hagiographie laïque, comme il y a une sainteté laïque au XIXe siècle, et c'est quelque chose de très intéressant qu'on va trouver chez Michelet, qu'on va trouver chez Renan, chez pas mal d'autres, mais et donc à quelque chose de républicain, mais très, très République tiers ou Troisième République compatible, si je puis dire, mais aussi là en fait comme exemplum révolutionnaire. L'exemplum, c'est l'exemple que l'on donne en modèle. Voilà. Et là, en fait, elle se place dans un régime d'historicité révolutionnaire. Et donc, dans des références historiennes qui ne vont pas correspondre à l'historiographie de la Troisième République, de ce qu'on peut appeler plus tard le roman national, enfin de ce qui est à ce moment le roman national, mais qu'on identifie tel quel, ou de l'historiographie, évidemment, versaillaise, anticommunarde. Ici, on est dans une historiographie communarde, avec cette modestie, donc qui place le texte comme un document. Et ça apparaît notamment par cette chose qui m'a beaucoup marqué depuis que je lis sur la Commune, à savoir les références à 93. À un moment, elle a un corsage à la Robespierre, et je voulais chercher à quoi ça ressemble. Et je pense que c'est vraiment l'équivalent du col Mao qu'a porté un Lang avec beaucoup de scandales à l'Assemblée nationale. Mais bon, évidemment que l'habillement compte, on l'avait vu déjà avec les Saint-Simoniens et les Saint-Simoniennes, les vêtements attachés derrière qui marquent l'inscription dans le collectif, etc. Donc on a des références historiographiques par le vêtement, par les mots, mais aussi explicitement comme référence historiographique. Et donc ça veut dire que ce régime d'historicité révolutionnaire est un régime de rupture avec le régime d'historicité dominant, mais qui va mettre en place des figures de continuité ou une histoire, une continuité historique par les événements révolutionnaires qui se répondent les uns les autres. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est... En fait, ça j'ai l'impression que c'est bien étudié par les historiens des révolutions. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ça se passe chez les féministes. Brochet n'est pas féministe, mais elle porte une grande attention aux femmes. Mais pour le coup, là, les références ne vont pas être évidemment les Saint-Simoniennes ou d'autres femmes, où Michel apparaît dans un passage assez émouvant, mais plutôt à la fin, et elle ne l'a pas connue. Elle est vraiment dans cette historiographie républicaine, socialiste de 48, mais elle dira plus républicaine que socialiste, et c'est intéressant ça aussi. Et voilà, là, j'attrape ça au vol, page 186, le suffrage universel avait légalisé le drapeau rouge de l'émeute. Et donc, cette conscience de la resémantisation symbolique ou de la désémantisation selon donc, ce qu'on en fait, par exemple pour le drapeau tricolore ou la Marseillaise, quand ce sont des symboles qui sont repris par tiers, on resémantise, enfin on désémantise, on dérévolutionnarise évidemment ces symboles qui vont amener donc un retour à d'autres symboles moins évidemment conventionnels et plus rassembleurs du côté communard. Les membres de la municipalité parisienne allaient siéger pour la première fois depuis 1793. Cette fois, nous avions la Commune. Point d'exclamation. Alors, tout le récit est au passé, mais on n'est pas ni dans quelque chose de l'ordre de la commémoration, ni de la fausse reviviscence, ni non plus
dans le lyrisme ou le romantisme de Louise Michel. Tout cela explique évidemment pourquoi la littérarité est refusée à Victorine Brochet, parce qu'elle a elle-même l'air de la refuser. Mais voyez là déjà avec ces quelques extraits que je vous ai lus, que cette littérarité, elle est bien là. Elle est là notamment, enfin je l'ai trouvée sous des choses qui sont à mon avis très intéressantes, parce que oui, elle s'inscrit dans cette espèce de procès mémoriel, commune versus anti-communard, ou Versailles, mais on va bien avoir des moments de réponse à ces prétendus écrivains, etc. Il y a des choses qui sont dites, on le comprend bien, pour répondre au mythe des pétroleuses, etc. Tout ça, ça apparaît bien dans ce texte, mais on n'est pas chez les Cigarailles, puisque c'est comme ça qu'on le dit, me semble-t-il, on n'est pas chez Louise Michel, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le pied à pied. Elle ne cite que peu les Versaillais. Ces réponses, elles vont être plus, non pas allusives, ou alors parfois allusives, parfois indirectes. De temps en temps, elles vont reprendre des documents d'autres, mais d'une façon bien moindre que Louise Michel ou d'autres. Et notamment, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est une absence. C'est-à-dire que c'est l'absence du discours historiographique, qui, à mon avis, s'inscrit justement dans l'historiographie. C'est par exemple qu'elle ne dit pas « nous sommes entrés dans ce qui s'appelait alors la semaine sanglante ». On va l'avoir pour la Commune. Pour ces événements-là, nous avions donc la Commune, mais on ne l'a pas tellement pour d'autres événements, et on a beaucoup plus l'impression d'un récit, certes au passé, mais au jour le jour, avec assez peu d'anachronie, c'est-à-dire de rupture de la linéarité temporelle. Quelques effets d'annonce ou retour en arrière pour expliquer, mais assez rarement finalement, par rapport à Michel ou d'autres. Et donc en fait ça va la dépouiller donc, de ce discours savant, ça va ramener du statut, vers le statut documentaire plutôt que dans un texte purement militant. Ça fait d'elle une pièce qui va être utile à d'autres. Et en même temps, j'ai vraiment l'impression que ça a la place, donc du côté de ses souvenirs du titre, donc ce titre rématique, et évidemment avec une portée thématique. Rématique, c'est le genre de l'ouvrage, thématique, c'est ce dont ça parle. Rématique, ça va être, je sais pas, un recueil de poèmes qui s'appelle Poème. Voilà, Chronique 2. Et thématique, c'est, je sais pas, un titre thématique, ben là, voilà, j'ai un Baldwin sous les yeux, un autre pays. Ça, c'est un titre thématique. Ça ne veut pas dire qu'on sait ce qui se passe précisément, ça dépend du type de titre. Mais j'ai vraiment l'impression que ça va amener du côté d'une authenticité et ça va renforcer cette espèce d'éthos de modestie. Et en même temps, en 1909, quand ça a été lu, évidemment quand ça a été réédité depuis, les gens qui lisent ce genre de texte savent ce qu'est la semaine sanglante. Voilà. Mais elle ne le dit pas. Ça, c'est vraiment un truc que je trouve intéressant. Je ne l'ai pas vu noter, mais après, je n'ai pas lu beaucoup de textes qui parlent d'elle. Je ne l'ai pas vu noter, mais ça... J'ai vraiment l'impression que ça permet d'entrer dans cette vie racontée, et donc que ça amène vers cette historiographie de rupture, et en même temps de survie, comme il y a un surréalisme finalement, plutôt que voilà, en oubliant l'exil, etc. Enfin, ça permet finalement peut-être d'estomper l'échec, et ça plonge, donc ça renvoie dans l'hypotypose. Enfin, c'est un truc qui m'a vraiment interrogée et pour lequel je n'ai pas de solution toute faite, quoi. Que je vais continuer à analyser, mais que j'ai trouvé vraiment, vraiment très intéressant. Le fait qu'elle ne nomme pas à partir de ces catégories historiographiques. Alors, j'ai noté quelques passages qui m'ont plu, mais je ne sais plus pourquoi. Alors, on a une grande attention alors grande, on a une attention importante quand même à ce qui arrive aux femmes vues. Bon, il y a un petit refus rapide, me semble-t-il,
de reconnaître la participation des prostituées, mais c'est assez rapide. Parce que finalement, toutes les femmes qui ont participé étaient vertueuses, quoi. Alors là, il y a un passage qui m'a beaucoup plu, que j'ai relevé. Je pense que je vais un peu le commenter. Bon, ça c'est très rapide, mais cette attention aux femmes, elle passe notamment par toutes les mentions de ce que j'aime bien appeler les trivialia, mais il faut que j'y réfléchisse en ce contexte. C'est-à-dire qu'on a tout un passage sur le prix des denrées, et la difficulté d'obtenir les denrées, et de comment manger, et quel lait. Pendant la Commune, c'était vraiment pas top. Hein. Pendant le siège, d'abord, et pendant la Commune, surtout pendant le siège, l'augmentation du prix des denrées alimentaires, comment on n'arrivait pas à se chauffer. Et on n'est pas dans le spectaculaire. Alors, elle mentionne les jardins, les animaux du jardin d'acclimatation, mais il y a vraiment cette attention très nette. Donc on a les prix, on a le prix des salaires, on a ce qu'elle gagnait, ce qu'elle arrivait à avoir, à quel moment, une grande importance de sa mère, hein, ça comme pour Louise Michel, et de l'aide que lui apporte sa mère qui lui permet, elle, mais ça je ne l'ai même pas dit, d'être cantinière puis ambulancière. Et une des particularités de Victorine Brochet, c'est qu'elle a été combattre. Alors, d'abord, elle a été donc ambulancière, c'est-à-dire en fait qu'elle a récupéré les blessés sur le champ de bataille. Et on a des choses assez dures. Hein, vraiment, vraiment, c'est pas fun d'être ambulancière pendant la Commune. Ça, c'est raconté très précisément et on suit son parcours à elle. Alors, ça fait qu'on n'arrête pas de se balader dans Paris. Hein, ça, c'est assez frappant. Et voilà. Et avec des mentions quand même très... Voilà, très importantes Et vraiment, ça donne l'état des esprits, ça monte l'ambiance. Et pas mal de choses, en fait. Donc, on sait comment elle était habillée. Notamment qu'elle avait des jupes courtes parce que, tout simplement, la jupe longue n'était pas praticable. Donc ça, c'est mentionné, mais on n'a pas la volonté d'un trouble dans le genre, quoi. Hein. Là, c'est justifié très rapidement. Des moments où, donc, elle doit se travestir. C'est-à-dire, ce qu'on appelle se travestir, c'est s'habiller en homme, pour des raisons pratiques, en fait. Et, donc, hop, pouvoir marcher, etc. Et ensuite, se déguiser. Passer inaperçu, et il y a des moments, quand même, j'ai envie de dire, cocasses, même si on n'est pas dans quelque chose d'aussi... Alors, on a de l'insolence, on a un amusement, comme on l'a chez Louise Michel, mais c'est moins marqué. Voilà, là, je vais noter aussi ce... Ouais, je pense que je vais noter 2 passages, 2 scènes qui m'ont pas mal marqué. Et bon, de toute façon, et elle mentionne beaucoup les blouses blanches, bon, qui sont l'équivalent de nos cols blancs. Hein. Aujourd'hui, c'est à peu près l'idée. Là aussi, le vêtement, c'est moins marqué que chez Vallès, qui voilà, vraiment beaucoup pensé ces choses-là. Alors, attention, là, je vais lire, page 178, le passage de la mort du fils adoptif, des 2 derniers fils. Ça va être triste, mais ça va montrer la bascule. Et autre chose que je voudrais commenter, qui est assez présent dans le bouquin. Ce cher petit, dont je ne connaissais que peu la famille, était un enfant élevé dans la foi catholique, donc on lui a confié un enfant de 3 ans. 3 ou 8 ans, je sais déjà plus. Mais voilà, un gamin, vraiment un petit. Hein. Et donc son enfant, elle vient de mourir. Le pauvre enfant, par instinct peut-être, à tout instant venait près du berceau et disait à ma mère « Petit Gabriel, dort dans ses beaux habits, il va aller au ciel, n'est-ce pas ? Moi aussi, je veux partir avec lui. » Le 14 mars, jour de l'enterrement, l'enfant pleura lorsqu'il vit le départ du cercueil. Il voulait partir au ciel avec son petit ami Gabriel. C'était le nom de mon pauvre fils. Et là, c'est vraiment le seul moment où on le sait, entre parenthèses. Les parenthèses permettent souvent des commentaires et les réponses aux histoires versaillaises se font souvent entre parenthèses ou par incise. Donc, ou incident, donc elles sont ajoutées, mais ça a fait un texte qui ne répond que d'un peu loin, mais qui répond. Pauvre enfant, 8 jours plus tard, c'était son tour. Il mourut après 3 jours de maladie d'une érysipèle. Je crois que c'est une maladie de peau, ça. Tous 2 furent enterrés non loin l'un de l'autre dans une tranchée parallèle au cimetière du Montparnasse.
À partir de ce jour, une vie nouvelle allait commencer pour nous. D'autres événements de plus en plus terribles allaient se produire. Et donc ça, c'est toujours un truc qui est très présent, c'est l'entrelacement de la vie personnelle et de l'histoire. Histoire individuelle, histoire collective, quoi. Je sentis dans ma pensée le vide absolu de ces grandes phrases avec lesquelles on façonne le cerveau humain. Dieu, patrie, république. Tout cela, ce ne sont que des mots creux qui ne font qu'aggraver nos misères et détruire la famille humaine. J'ai besoin d'un autre idéal. Et hop, ça c'est une bascule vers l'autre idéal. Et donc, ce moment où elle commence à être vraiment ambulancière pour justement faire autre chose. Et la 5e partie commence ensuite. Avant l'entrée des Prussiens à Paris, le peuple avait transporté ses canons sur la butte Montmartre. Et là, ça va commencer. Donc c'est vraiment sur la fin du siège et juste avant la Commune qu'on a cette perte personnelle qui va être une des justifications de l'engagement politique, mais d'un engagement dont on a vu qui a été préparé dès le début du livre, et donc par le père, la figure du père républicain. Figure très marquante et voilà, très touchante au début. Et donc là, on va avoir un autre passage, voilà, voilà, le corsage à la Robespierre. Les défenseurs, je suis page 201, de la République avaient des tuniques bleu clair, un pantalon large de même couleur avec moltière, mais moins large que ceux des zouaves. Les officiers avaient des tuniques avec revers à la Robespierre. J'ai vraiment envie de savoir à quoi ça ressemble. Je vais chercher ça. Sabre au côté et képi rouge avec galon doré, 3, 4 ou 5 selon le grade. Le costume ne manquait pas d'élégance et il était pratique. Moi, j'avais le costume de drap fin, bleu clair, jupe courte à mi-jambe, car on ne peut aller au combat avec des jupes longues, c'est absolument impossible, on ne pourrait pas se mouvoir. Corsage ajusté, avec revers à la Robespierre, un chapeau mou tyrolien et une écharpe rouge en soie, avec franges dorées en sautoir, un brassard de la Convention des ambulances. Je suivais mes amis, je leur donnais mes soins. Et donc ils vont toujours être désignés par mes amis. Très très intéressant. Des amis qui ne seront pas sans trahison, mais globalement pas tous. En marche, tous étaient joyeux. Nous arrivâmes au Champ de Mars, on nous installa dans les baraquements où nous devions recevoir tout ce qui nous était nécessaire. Cette journée du 26 fut longue. Quoique le temps fût magnifique, on ne voulait pas rester dans l'inaction. D'heures en heure, nous attendions ce qu'on nous avait promis. Enfin, dans la soirée, nous vîmes apparaître des fourgons qui nous apportaient les choses promises. On nous en fit la distribution. Il y avait une telle confusion à l'hôtel de ville qu'il était difficile d'obtenir en bloc les choses nécessaires. Alors ça, le bordel organisationnel, ça va être une constante. Hein. Les chasse-peaux manquaient encore, nos hommes étaient furieux, ils ne voulaient pas marcher au combat avec des fusils à tabatière. Ils savaient par expérience ce qu'ils valaient. Ces fusils, plusieurs des nôtres avaient été blessés, c'était des fusils de rebut rouillés, fonctionnant mal. Enfin, dans l'après-midi, nous reçûmes une certaine quantité de chasse-peaux, mais pas assez pour tout le monde. Donc, vous voyez toujours ces questions, mais super triviales, concrètes, mais qui en même temps sont décisives. Et qui rappellent, en fait, que la révolution, c'est de la vie concrète. Le 27, à 3h du matin, nous reçûmes... Et elle va pas tellement... C'est pas tellement révolution, le mot d'ordre, d'ailleurs, pour Victorine Brochet. Le 27, à 3h du matin, nous reçûmes l'ordre de nous diriger sur Issy, où nous devions prendre nos positions. Nous quittâmes le Champ de Mars avec plaisir, tous étaient joyeux et entonnèrent le chant du départ pour soutenir la marche. Ils étaient heureux, espérant faire payer aux Versaillais de tout acabit les souffrances du siège de Paris et de toutes les hontes de la défaite. En arrivant près de la porte dite de Versailles, on nous fit faire halte pour nous reconnaître, nous restâmes environ 40 minutes. Il y eut un moment de désordre, beaucoup se souvenaient de leurs souffrances, de leur manque de nourriture pendant la campagne contre les Prussiens. Ils ne voulaient pas franchir les remparts sans avoir les armes nécessaires pour combattre. Le commandant Martin les encouragea en leur promettant que dès leur arrivée à Issy, ils auraient ce qu'il faudrait. Le colonel Naz, ça m'a fait rire parce que je suis bête, avait été obligé de rester à Paris pour parfaire l'organisation, etc. Le calme rétabli, donc hop, étape, etc., on abaissa le pont-levis. Le défilé passa triste et silencieux. La nuit était sombre. On ne pouvait rien distinguer autour de soi, on entendait au loin le bruit du canon résonnant à nos oreilles, on sentait que la lutte serait terrible. Et là, on a vraiment l'effet de zoom, à la focalisation. En fait, la dilatation temporelle. Et toujours le son. Et ça, c'était très présent aussi chez Louis Michel, le bruit de la commune. Et on a un moment sur l'arrêt du bruit, qui est terrifiant, d'ailleurs, à la fin. Quand j'entendis le bruissement des chaînes du pont-levis, lorsqu'il s'abaissa, un serrement de cœur oppressa ma poitrine. Il me semblait que nous entrions dans un immense tombeau. Lorsque nous fûmes séparés de la grande cité, on entendait, de ça et de là, le bruit sourd de quelques coups de fusil.
je pressentais que beaucoup d'entre nous ne franchiraient plus ce pont, dont l'écho sinistre retentissait en mon cœur comme un glas funèbre. À peine si nous avions marché un quart d'heure lorsque nous entendîmes une fusillade des plus nourris. Tout le monde se ranima, la tristesse qui planait un moment sur les esprits disparut complètement pour faire place à l'enthousiasme. On ne pensait même plus à la défectuosité de l'armement. « Nous allons donc venger nos frères qui ont déjà succombé !» s'écrient-ils tous ensemble. Boum, le discours rapporté, qui fait partie de l'hypotypose. Et c'est pour ça que c'est cinématographique, parce qu'on a le bruit, bon, on a les sentiments, mais qui vont comme ça paraître, on a ces effets d'ambiance. Ça bouge. Chemin faisant, nous rencontrâmes 4 individus à l'air suspect qui se dirigeaient du côté de Paris. Un de nos capitaines leur demanda à quel bataillon ils appartenaient. « Nous sommes neutres, répondirent-ils. Si vous êtes neutres, pourquoi vous dirigez-vous de ce côté et ne restez-vous pas en sûreté? Où demeurez-vous ?» Ils ne voulurent pas répondre à cette question, etc., etc. Et après, ça continue. Je trouve que ce franchissement du pont-levis est vraiment marquant. Et donc après, on va avoir les combats eux-mêmes. Et Victorine Brochet finit par se battre, alors plus sur les barricades qu'à ce moment-là, plus en semaine sanglante. Et donc je vais relever un autre passage, 231. Alors je ne sais plus où je suis en fait. Je ne sais pas si je vais lire celui-là qui est celui d'une agonie d'un soldat qui est abominable, page 231. Et qui est en même temps très doux et assez beau. Et j'en ai relevé d'autres, mais il suffit que je feuillette. Parce que j'ai pris plein de notes, même si je sais que tout le monde n'aime pas ça. Quelque chose parfois avec des petites mentions un peu générales. Je suis page 167. Soudain, je me souviens de mon cher drapeau et de mon poignard, l'un gardant l'autre. Je ne voulais pas les abandonner. Pour la première fois depuis de longs mois, je me suis mise à pleurer. Dans toutes les causes qu'on défend avec amour et avec conviction, il entre toujours un peu de fanatisme. Et ça continue. Voilà, et après on va avoir donc tout ce moment post-commune de la clandestinité avant l'exil. Ça dure 1 an. Hein. Là, il y a des moments même un peu rigolos. Des traversées de Paris en pleine semaine sanglante. Voilà, je suis retrouvée. Ces femmes héroïques n'étaient pas venues expirer là pour le plaisir, c'est une parenthèse. Et donc cette parenthèse réponse, on est page 553. Comme l'ont écrit certains écrivains bien pensants, les courtisanes de haut et bas étage ne seraient pas venues se fourvoyer au milieu de nos luttes, elles n'auraient rien gagné. Là, on a quelque chose de l'ordre d'une distinction morale, hein, qui va rechercher une qualification, mais qui historiquement n'est pas tout à fait vrai. Et l'honnêteté, le respect, le fait que Victorine Brochet dort toujours dans une chambre à part, pas avec les hommes, ou que les hommes sont toujours très respectueux, qu'on va toujours respecter, permet une défense des communards par rapport, etc. Elle n'a pas vu d'ivrognerie ni d'ivresse, etc. Tout ça est vraiment mentionné. Et ça va également permettre de rappeler son statut d'honnête femme, de femme mariée. Et ça, c'est une chose qui reste très importante au XIXe siècle, mais qui l'est toujours aujourd'hui avec des modalités parfois différentes. Et je cherche un beau passage de drapeau. Ouais, il est là. Page 233, qui est un des passages que j'ai trouvé assez littéraire, assez justement spectaculaire, alors que finalement, on a des tableaux, mais on n'a pas une insistance sur le spectaculaire comme chez Louise Michel, c'est-à-dire qu'on n'a pas ce romantisme noir, on n'a pas ces hugolismes. Et je pense que c'est justement ce qui fait l'intérêt de ce texte. Dans ce style commune, on va dire plus prosaïque, et pourtant non dénué comme ça de quelques références, et bien écrit en fait. Voilà. Tout à coup, un bruit formidable se fit entendre, c'était un immeuble qui s'écroulait au coin du boulevard Richard Lenoir. Au même instant, le kiosque de la Bastille, côté père, était en flammes, de tous les côtés la mitraille nous assaillait. Nous cherchions à rallier quelques amis sur la place. L'idée me vint de hisser sur notre drapeau sur le sommet de la barricade du centre pour les rappeler à nous. Donc, on n'est pas dans le pur symbole. Pour les rappeler à nous. Reconstituer la barricade. La place, en cet instant, avait quelque chose de magique, d'infernal, digne de l'enfer de Dante. Et là, cet effet-là, ce moment de romantisme noir est assez rare. La place, en cet instant, avait quelque chose, donc je viens de le lire, cette place était sublime d'horreur. Hop, là, on est dans l'oxymore. Un vent terrible vint à souffler. Les éléments,
météorologiques réels, mais qui vont donner un souffle épique, évidemment, qui vont permettre... Voilà, c'est bizarre, on a du mal à imaginer la révolution quand il y a juste du crachin, alors qu'il n'y a pas de raison. Un soleil brillant nous éclairait, la mitraille, les balles et tout le tintamarre d'un effroyable combat, et ça c'est vraiment des mots avec un sens très fort, et on va noter les antépositions d'adjectifs qui sont situées à gauche des substantifs, donc des noms, et qui vont donc avoir un statut plus lyrique, plus subjectif, plus épique. Effroyable combat, sévissait de tous côtés, et donc évidemment, ici avec des hyperboles que je pense pas être tellement hyperbolisantes, hein, mais qui permettent de sentir... Bah c'est tout ce problème. Qu'est-ce qu'on fait quand la vie, elle est elle-même épique, en fait? Comment on va écrire ça? Des nuages de poudre se répandaient dans le ciel azuré. Et azuré, là, on a une mention poétique. Des maisons étaient incendiées par des obus envoyés par l'armée versaillaise. Important parce qu'il n'y a pas de pétroleuse. Du milieu de cet embrasement sortait comme une apothéose le génie de la liberté affranchissant le monde. Et là, on va avoir vraiment quelque chose, alors, modalisé, on a un comme, donc on est dans une comparaison, puisque dans une métaphore totalement assumée, comme si la littéralité était légèrement mise à distance, et cela permettant de dire quelque chose du sentiment d'urgence, du sentiment vital, du sentiment révolutionnaire, du sentiment du dernier combat mené, et de l'exaltation révolutionnaire, mais comme si la littérarité ne permettait que de le faire sentir. On n'est pas du tout dans un régime ou dans une croyance, dans un langage comme performatif qui fait advenir. Voilà. Et ce que je déteste chez les appelistes, hein, cette croyance que quelque chose de lyrique pourra faire advenir le monde. C'est catho, c'est chrétien comme sentiment. C'est le christianisme, c'est le royaume de Dieu est parmi nous. C'est ce statut-là. Ce sont des métaphores qui ont ce statut-là. Et il y a un moment où ça peut être très joli, mais ça a pas mal d'effets. Je vous glisse un article que j'ai écrit l'année dernière en commentaire sur les appelistes, et notamment ce style que l'on trouve beaucoup chez Lundi Matin, et que je trouve en fait contre-révolutionnaire. Lorsque nous montâmes sur la barricade, je m'empressai de faire flotter notre drapeau. Un de mes amis voulut me suivre, entendit un bruit sourd se diriger de mon côté. Il voulut, pour m'éviter la balle fatale qui devait m'atteindre, me tirer de côté, ouvrit les lèvres pour me dire « Vais !» La balle lui coupa la parole, pénétra par la bouche, il fut foudroyé. Hop, parataxe, ascendette, c'est-à-dire style coupé, pour montrer la rapidité de la mort. Nos ennemis visaient le drapeau, et donc elle est déjà une morte vivante à ce moment-là, finalement, avant même d'avoir été déclarée morte. Nos ennemis visaient le drapeau que j'avais hissé, je puis dire, il est mort à ma place. Le jeune homme tué à mes côtés était un fils de bonne famille, un zouave d'Afrique, ayant fait la campagne de 1770 avec Garibaldi dans l'armée de la Loire. Là, on est vraiment à quelque chose d'épique et mémoriel, qui est donc de rappeler qui étaient les morts de la Commune. Dans l'armée de la Loire, après la signature du traité de paix avec la Prusse, comme beaucoup d'autres, il était à la dérive. Il vint avec plusieurs braves défenseurs de la France offrir son courage et sa vie au service de la République menacée par Thiers et compagnie. Cet homme avait combattu en brave pour sa patrie, il est mort en héros pour sauver la République. Et ça, c'est ce qu'on appelle une nécrologie mémorielle. Et puis avec, en brave, en héros. Je n'avais pas le droit d'avoir de défaillance, je résolus de lui faire des funérailles dignes de son dévouement à la cause qui nous est chère. Quelques amis et moi nous détachâmes notre drapeau de sa hampe pour courir notre ami. Nous demandâmes à un marchand de nous procurer un brancard, ce qu'il fit. Nous conduisîmes alors notre héros à l'amphithéâtre des 15-20, hospice des aveugles, où ses noms et qualités furent enregistrés aux archives de l'administration, pour exister. Même dans sa mort. La place de la Bastille n'était pas encore prise. Nous apprenions aussi, donc renversement historique, que l'hôtel de ville avait sauté la veille, quelques instants après que nous eûmes quitté cette place, et ça va être une constante dans ce moment de semaine sanglante. Voilà, quelques passages d'un livre, parce que là je pense que la vidéo est longue, je ne me chronomètre jamais, puisque nous entrons évidemment dans un hors-temps dans ces vidéos. Extrêmement intéressant, parce qu'évidemment, témoignages, filles du peuple, etc., tout ça, je reviendrai là-dessus dans quelques temps, mais
pas tout de suite avec Suzanne Volquin, mais là on va être sur le saint-simonisme, hein, donc je restais vraiment dans cet esprit commune, dans ce challenge personnel et imposé donc. Victorine Brochet, c'est un texte extrêmement agréable à lire, extrêmement fort, mais qui, me semble-t-il, met en place une historicité, historiographie des régimes d'historicité qui ne sont pas exactement ceux de Louise Michel, qui ne sont pas exactement ceux d'histoire qui veulent être histoire et pas seulement souvenir. Et il me semble que c'est très subtil et que c'est vraiment très très intéressant de les prendre en compte, et j'espère qu'ils vont m'aider en les travaillant plus finement à comprendre les régimes d'historicité féministe, puisque c'est un de mes buts actuels. J'y reviendrai évidemment, mais un jour. Très agréable à lire, très intéressant pour tous ces paradoxes sur autrice, pas autrice, une femme quand même extrêmement indépendante, mais qui montre aussi son dévouement à son mari, tout en étant placée sous le patronage de son nouveau mari par cette épigraphe, etc. Son initiale, qui l'émancipe sans l'émanciper. Beaucoup d'ambivalence comme ça autour de l'octorialité et de la littérarité du texte. Alors même qu'il me semble qu'on est dans un texte qui évidemment est historique, qui n'est pas un texte de fiction, hein, mais qui fait quand même littérature en s'inscrivant dans une littérature populaire. Mais pas populaire dans le sens de pour le peuple, mais par le peuple. Et ça, c'est plus rare. Littérature ouvrière, et ici, plus précisément, dans cette, non pas non plus littérature anarchiste, même si Lucien Descaves, mais littérature révolutionnaire. Et ça, ça amène quand même des types d'écriture qui vont être donc de l'ordre de ces trivialéas, les attentions au coût de la vie, à tous ces détails concrets, et à une narration notamment des combats de façon très concrète. Et en fait, cette chose très étrange qui est une concrétisation des idéaux. De comment l'idéal a porté Victorine et ses amis, la place que ça a eu, les mots creux, les mots qui ont marché, ça c'est quelque chose qui revient assez régulièrement et qui va quand même structurer, un peu comme la métaphore des vagues structures dans Suffragette Sally, dont j'avais parlé, roman que j'ai adoré, sur roman Suffragette, que j'ai vraiment adoré. Mais bon, ici pas de façon métaphorique, plus comme un leitmotiv qu'une métaphore, mais qui explique cet état d'esprit révolutionnaire sans en faire un mode d'emploi, en racontant. Et on est vraiment, me semble-t-il, dans ce récit d'expérience rendu impossible par la reproductibilité, comme l'explique Benjamin. Je pense que là, on est vraiment dans un texte qui est de l'ordre de cette transmission de l'expérience, et notamment parce que la Révolution, c'est un temps messianique. Et on est dans ce moment messianique qui passe par le romantisme révolutionnaire noir, vraiment romantisme hugolien, chez Louise Michel, et qui ici, donc, à ces moments, comme dans les extraits que j'ai pu lire, et qui passe par cette narration très sobre de la mort des enfants. Et de la mention donc, des nombreuses morts d'enfants pendant le siège, pendant la Commune. Donc c'est quelque chose de cet ordre-là et qui va permettre vraiment cette articulation, non pas simplement par je passe de la mort de mes gamins à je suis ambulancière. C'est pas juste une explication causale. On est vraiment dans une forme d'articulation pas seulement psychologique et biographique en fait. Parce qu'elle ne meurt pas pour venger, elle ne combat pas pour venger la mort de ses enfants. Elle les a éduqués avec l'idéal qui fait qu'elle va combattre ensuite. Et elle passe de la mère à l'ambulancière, toujours dans ses statuts de nourricière, de femme, de féminité, sans en faire des caisses, en voyant bien quel est son statut à part en tant qu'ambulancière, et sans théoriser celui-ci. Mais ça s'articule. Et ce statut à part, elle n'est pas la seule ambulancière, etc., mais ce statut à part est là, en étant juste là, sans être interrogé, donc on n'est pas dans un texte féministe, mais on est dans un texte qui a pu
entrer comme ça dans cette histoire d'Édith Thomas qui inaugure véritablement l'histoire des femmes très largement, officiellement, j'ai presque envie de dire, mais là il n'y a rien de si officiel que ça, mais on va dire collectivement inauguré ensuite par Michel Perrault. Et ça, et avec bon, des moments d'humour, de vivacité, de tristesse, les mentions, le rappel du sommeil, qu'elle n'a pas mangé, qu'elle n'a pas dormi, etc. Mais souvent, une fois que c'est possible de manger et de dormir, c'est là qu'on sait en fait ce qu'elle a enduré. Et c'est ça qui va éviter le pathos, mais être aussi d'autant plus touchant et en faire un texte qui n'est pas qui est touchant, mais qui, alors qu'en ce moment je vais pas très bien, mais qui ne m'a pas mise en PLS, quoi, qui m'a pas voilà, c'est pas facile de lire des textes, voilà, c'est pas honnêtement j'ai pas envie de lire Hugo en ce moment, quoi. Et là on est sur pas un registre mineur, ça sera exagéré, mais on n'est pas en registre majeur, elle sort pas les trompettes, voilà, on n'est pas dans ces trompettes, on est peut-être qu'on est plus proche de la chanson. Ce sera intéressant de travailler ça. Je vous dis à bientôt.